Alors dans ce cours, nous allons parler de séries numériques. Alors pour situer ce chapitre, il s'agit d'un chapitre d'analyse dans lequel on va beaucoup parler de suites numériques. Alors en effet, quand on veut étudier une série numérique, la première chose, c'est se donner une suite numérique. Mais au lieu d'étudier la nature de cette suite, c'est-à-dire à savoir si elle est convergente ou divergente, on va plutôt étudier une autre suite qui va être associée à la suite AN. Alors cette suite, on le verra plus tard dans le vocabulaire, c'est une suite qui s'appelle la suite des sommes partielles associées à la suite AN, qui est définie comme étant la somme des premiers termes de cette suite lorsque les indices varient entre 0 et n. Si on écrit cette somme en extension, c'est-à-dire il s'agit de A0 plus A1 plus etc. plus AN, la somme des n plus 1 premiers termes de la suite avec des indices qui varient entre 0 et n. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est pas la nature de la suite petit an, mais plutôt la nature de la suite grand AN. C'est-à-dire, en d'autres termes, est-il possible de donner naissance, donc existe-t-il, puisque la question posée va être une question de convergence, mais pas pour la suite petit an, existe-t-il donc une limite à la suite AN des sommes partielles, donc la suite grand AN. Alors, auquel cas, s'il est avéré que cette limite existe, on verra les procédés qui vont nous permettre de justifier son existence. Alors dans ce cas-là, la limite de cette suite, c'est ce que l'on notera la somme pour n variant entre 0 et plus l'infini d'AN. C'est-à-dire, en d'autres termes, la somme de tous les termes de la suite AN. Donc avec des pointillés qui vont jusqu'à l'infini. Donc on voit bien qu'il s'agit avant tout d'un problème de convergence. Il faudra bien faire attention sur quoi porte ce problème de convergence, mais il s'agit d'un problème de convergence. Dans le cours, on a déjà rencontré quelques séries numériques et quelques sommes de séries numériques. Je voulais juste vous rappeler, on a vu ça il n'y a pas très longtemps dans le chapitre d'intégration quand on avait manipulé la formule de Taylor avec reste intégral. On a vu par exemple que le nombre exponentiel est la somme de la série de termes général 1 sur factoriel n. On a vu aussi, rappelez-vous, ça a été le thème d'un sujet de DS et d'un sujet de DM, la réponse au problème de Bâle qui était de déterminer la somme de la série de termes général les 1 sur n carré. Donc ce problème de Bâle est un problème typique sur les séries où on cherche non seulement à savoir qu'une série est convergente, mais aussi de connaître sa somme. Donc les séries, c'est pas totalement neuf, on a déjà rencontré ce genre d'objet mathématique dans les exercices ou dans les problèmes. Et maintenant il s'agit de faire un cours très précis sur ce que l'on peut dire sur la nature d'une série numérique et ce que l'on peut envisager pour le calcul de la somme. Pour pouvoir totalement maîtriser le cours sur les séries numériques, totalement le comprendre, il faut quand même faire quelques révisions sur certains chapitres. Alors les prérequis vont être déjà la manipulation des sommes. On doit parfaitement maîtriser les opérations sur les sommes, les manipulations des sommes, et notamment faire une révision sur les sommes télescopiques, puisque comme l'objectif va être de donner un sens à une somme infinie, la plupart du temps, on va être amené à calculer, à clore, ça ne sera pas toujours possible, mais lorsque c'est possible, la suite des sommes partielles, et dans ce cas-là, la manipulation des sommes télescopiques est vraiment importante. Maîtriser également tous les théorèmes sur les suites numériques. Évidemment, l'étude d'une série, c'est étudier la suite AN, donc il faut parfaitement savoir ce que c'est qu'une suite convergente, et il faut connaître les grands théorèmes de la convergence, notamment le théorème de la limite monotone, qu'on va beaucoup utiliser dans la suite du cours. Le dernier point, c'est maîtriser les relations de comparaison et leur définition. Savoir ce que c'est qu'un petit O, ce que c'est qu'un grand O, et évidemment, savoir ce que c'est que deux suites équivalentes. Là encore, ces petits O, grand O, équivalents, ça va être un outil très important dans l'étude des séries numériques. Donc on l'a bien compris, un chapitre d'analyse où le minerai, ça va être une suite numérique, mais qu'on va étudier de façon non conventionnelle. Le premier paragraphe de ce chapitre va permettre de définir le vocabulaire associé à la notion de série, mais aussi les objectifs du chapitre. Donc, la première définition qu'on va citer, c'est la définition d'une série numérique, qui va permettre de définir ce que c'est que cet objet mathématique et de voir toutes les notations qui lui sont associées. La première définition, celle de série numérique, a pour but de mieux comprendre ce que c'est qu'une série numérique et quel va être le sujet de l'étude. Donc on appelle une série numérique la donnée de deux suites. J'insiste bien sur ce point-là. Une série numérique, c'est la donnée de deux suites.
la suite des coefficients, donc la suite petit a n des coefficients ou des termes de la série, et la suite grand A n des sommes partielles de la série. La suite a n, donc ça c'est notre terme général, il s'appelle comme ça, terme général, ou le terme de rang n, alors que a n, lui, par définition, c'est la somme pour k variant entre 0 et n des ak, c'est-à-dire par définition, c'est la somme des n plus 1 premiers termes de la suite, et lui s'appelle la somme partielle, c'est un morceau de la somme totale, somme partielle, porte bien son nom, de rang n ou d'indice n. Donc la conjonction de ces deux objets, ça s'appelle la série numérique. Et la nature de la série numérique, la notation pour la série numérique, la voilà. C'est-à-dire que la donnée de ces deux suites-là se note de cette forme-là. Donc ce terme-là désigne la série de termes général à n. Donc il faut bien comprendre que quand on manipule cet objet-là, on manipule deux suites différentes. La suite qui définit les termes de la série, c'est la suite petit a n, et la suite grand A n, qui est appelée la suite des sommes partielles, dont la définition, je le répète, c'est une suite à part entière. Sa définition est donnée par la relation suivante, que vous écrivez soit en extension, c'est-à-dire en détaillant les premiers termes de la suite et avec des pointillés, soit vous l'écrivez avec un symbolisme sur les sommes, c'est la somme pour k variant entre 0 et n des ak. Attention à bien voir la variable muette. Donc voilà ce qu'on appelle une série, la conjonction de deux suites, la suite qui donne le terme général et la suite des sommes partielles. La seconde définition est proche des objectifs du chapitre, qui est d'étudier la convergence d'une série numérique. Donc je vais me donner soit sigma des AN, une série numérique. Donc je vous rappelle que quand je dis que sigma des AN est une série numérique, cela signifie que je me donne une suite AN, auquel j'associe immédiatement la suite de ces sommes partielles. Donc on a déjà une suite AN a priori qui est donnée, une suite à coefficient réel ou à coefficient complexe, mais aussi la suite de ces sommes partielles. Je vous rappelle que par sa définition, c'est la somme des n plus 1 premiers termes de la suite AN. Il suffit de regarder la définition qu'on a donnée précédemment. Donc quand on se donne soit sigma dAn une série numérique, il faut bien comprendre que c'est la donnée de ces deux suites-là, avec le vocabulaire qu'on a défini précédemment. Alors, on va déjà écrire ce que ça signifie que la série de termes général AN converge. D'ailleurs, ça, on le symbolisera de façon plus efficace. On écrira que cette série-là converge, donc la série de termes général AN converge, si et seulement si, c'est une condition nécessaire et suffisante, la suite AN, donc la suite des sommes partielles, est également une suite convergente. Le cas échéant, on va noter la somme de la série sous une forme symbolique. On va écrire ça, la somme quand n varie entre 0 et plus l'infini des AN, donc la limite de la suite AN, et ce nombre-là s'appelle la somme de la série. Alors on dit bien la somme de la série, puisqu'on sait qu'une limite de suite est définie de manière unique. De manière totalement analogue, on dira que la série de termes général AN est divergente si et seulement si la suite AN est une suite divergente. Donc vous l'avez bien compris, ça je vais le préciser dans la définition suivante. Ce qui nous intéresse quand on étudie une série numérique, c'est la nature de la suite grand AN de la suite des sommes partielles, et on définit un nouvel objet qui s'appelle la somme de la série. Donc attention à bien faire attention à ce que l'on manipule. Cet objet, somme de la série, c'est un nombre. Donc il faut que vous fassiez très très attention à ne pas confondre les différents objets. Donc la série elle-même, elle se note somme pour n supérieur ou égal à 0 des AN, ça c'est la série. On peut aussi la noter, comme je l'ai noté un peu au-dessus, somme pour n appartient à n des AN. Donc quand on utilise cette notation, on désigne la série, c'est-à-dire la conjonction des suites petit an et grand AN. Par contre, lorsque cette série est convergente, c'est-à-dire lorsque par définition la suite des sommes partielles est convergente, eh bien on définit un nouvel objet. Cet nouvel objet, ça s'appelle la somme de la série. Attention à la proximité des notations,
puisque la série numérique, c'est en fait un couple de suites, le couple formé par la suite petit a n et grand A n, alors que cet objet-là est un nombre. C'est un nombre réel ou un nombre complexe, selon que la suite AN et la suite, la suite AN soit une suite de nombres réels ou une suite de nombres complexes. Donc attention à ces notations qui sont très très proches. L'une désigne un couple de suites, l'autre désigne un nombre et nécessite donc, c'est-à-dire que pour avoir le droit d'écrire ça, il faut absolument que la série de termes général AN converge. Alors continuons avec une remarque. Effectivement, on peut légitimement se poser la question de qu'est-ce qu'il se passe lorsque la suite AN, la suite des termes de la série, n'est définie qu'à partir du rang n0, où a priori n0 est un entier naturel absolument quelconque. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, c'est tout simple. La suite grand AN, la suite des sommes partielles, ne sera définie de la même façon qu'à partir du rang n0. Donc, au lieu d'additionner les termes de la suite en commençant au rang 0 et en terminant au rang n, eh bien, on va simplement commencer à additionner les termes de la suite à partir de AN0. Donc cette suite grand AN, elle sera, comme la suite petit AN, définie à partir du rang n0. Et dans ce cas-là, la notation pour la série, c'est-à-dire pour la conjonction de ces deux suites, eh bien là, on le notera, sigma pour n supérieur ou égal à n0, DAN. Donc ça sera la notation de la série, donc de la conjonction des deux suites. On retrouve évidemment les mêmes définitions. La série de termes général AN est convergente si et seulement si, par définition, c'est la définition 2 qu'on a écrite juste à côté, la suite AN, définie à partir du rang n0, est une suite convergente. Et dans ce cas-là, la limite L de la suite AN, donc la limite L de la suite AN, qui est définie de façon unique, donc là je suis évidemment dans le cas où la suite est supposée convergente, eh bien cette somme de série, ça sera évidemment la somme pour n variant de 0 à plus l'infini DAN. Donc il n'y a pas grand-chose de modifié si on a une suite qui est définie à partir d'un certain rang. Il suffit d'adapter. La suite des sommes partielles est définie aussi avec des sommes qui commencent à n0. Et pour la somme de la série, si cette suite est convergente, eh bien on utilise une notation évidemment adaptée. Donc voilà le vocabulaire qui est maintenant posé. On va pouvoir rentrer dans la problématique de ce cours. Maintenant que le décor est planté, on va se donner une suite AN et sa suite grand AN associée, c'est-à-dire soit somme pour n supérieur ou égal à 0 ou n0, puisqu'on a vu que la problématique est la même, une série numérique, à terme réel ou complexe. Eh bien, étudier la nature de cette série, c'est étudier si elle converge ou si elle diverge. On peut donc dire qu'étudier la nature de la série de termes général AN, c'est étudier la convergence de la suite de ces sommes partielles grand AN. Donc finalement, l'étude d'une série, c'est l'étude d'une suite, mais d'une suite particulière qui est définie par une somme. Donc ce qui va être dans la suite au centre de notre attention, c'est la fameuse suite AN qui est définie comme étant la somme de A0, de A1, etc. de AN, et il va falloir chercher des critères de convergence pour cette suite, c'est-à-dire soit des conditions suffisantes pour qu'elle soit convergente, soit des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'elle soit convergente. Donc voilà, le décor est planté, on sait maintenant ce que c'est qu'une série, et on sait ce qui va nous intéresser dans une série, c'est la nature de la suite des sommes partielles, c'est de quelque part donner naissance à la somme, sous réserve de convergence, de tous les termes de la suite. Et on a pris quelque part la définition la plus naturelle, la somme de tous les termes de la suite, eh bien c'est étudier asymptotiquement la suite des sommes partielles, c'est-à-dire la somme des termes quand on en prend n plus 1 et qu'on en regarde l'évolution lorsque n tend vers l'infini. On va commencer avec des exemples. Alors on va commencer par prendre d'exemples très très simples. Qu'est-ce qui se passe si on étudie la suite de termes général, la suite constante égale à 1? Donc on va bien définir les notations dans ces cas-là. Alors étudier cette suite-là, c'est déjà bien identifier qui est la suite petit a n dans l'histoire. Là, ma suite petit a n, elle vaut 1 pour tout n appartenant à n. Et la suite des sommes partielles à n, elle est définie comme étant égale à a0 plus etc. plus a n.
on est en train d'additionner 1 à n plus une fois, puisque les indices vont de 0 à n, on en compte n plus 1. Cette suite-là, on peut clore la somme, on obtient n plus 1. Donc il est facile de voir que la suite AN est une suite qui diverge, puisque lorsque n tend vers l'infini, à n plus 1, ça tend vers plus l'infini. Donc là, on peut dire que dans ce cas particulier, la série de termes général 1 est une série qui est divergente, puisque la suite de ces sommes partielles diverge vers plus l'infini. On peut d'ailleurs noter que n'importe quelle série de termes général constants est divergente dès lors que le terme général est un nombre constant non nul. Évidemment, lorsque le terme général est nul, la somme de la série, elle existe, puisque la suite des sommes partielles est nulle, et dans ce cas-là, la somme de la série est égale à 0. Quand on additionne que des zéros, on va récupérer 0. Alors passons à une suite dont le terme général est donné par un terme géométrique. Donc on va étudier la nature de cette série numérique. Donc là, si on pose les notations AN est donnée par moins 1 puissance n pour tout n appartenant à n, et la suite des sommes partielles grand AN, si je l'écris de manière symbolique, puisqu'il s'agit d'une somme géométrique, c'est la somme pour k variant de 0 à n des moins 1 puissance k. Alors il se trouve qu'une somme géométrique, on sait la clore. Pour la clore, on a bien une raison qui est différente de 1, donc on va récupérer 1 moins moins 1 à la puissance n plus 1 sur 1 moins moins 1. Donc on va récupérer que AN, la suite des sommes partielles, va être égale à 1 demi de 1 moins moins 1 à la puissance n plus 1. Alors on voit que la valeur de AN dépend évidemment directement de la parité de n. Donc on va réaliser la disjonction de K. Donc lorsque n est un entier pair, moins 1 à la puissance n plus 1 est un entier impair. Ce terme-là vaut donc moins 1. On va donc récupérer que AN est égal à 1. Donc ça, c'est ce qu'on obtient si n est un terme qui est congru à 0 modulo 2. Par contre, maintenant, si n est un entier impair, alors n plus 1 est un entier pair, ceci vaut 1, on obtient donc que le terme général de AN est égal à 0. Donc, déterminer la nature de la série de termes général moins 1 puissance n, c'est déterminer la nature de la suite AN. Or, on s'aperçoit ici que la suite AN est divergente, puisque A2n et A2n plus 1 sont deux sous-suites avec des limites différentes. Or, on sait que pour qu'une suite converge, il faut que toutes ces sous-suites convergent vers la même limite, donc la suite AN est divergente. Or, la divergence de la suite AN, c'est la divergence de la série de termes général AN. Donc on récupère que la série de termes général moins 1 puissance n est une série qui est également divergente. Passons à un autre exemple où on va déterminer la nature de la série dont le terme général est défini cette fois-ci à partir du rang 1 pour qu'on puisse voir comment s'adapte le vocabulaire et dont le terme général c'est 1 sur n facteur de n plus 1. Donc là encore une fois on redéfinit les notations. Le terme général de la série c'est 1 sur n fois n plus 1. Donc ça c'est défini pour tout n appartenant à n étoiles cette fois-ci. Donc là je le répète, ceci c'est le terme général de la série. Étudier la nature de cette série numérique, c'est étudier la nature convergente ou divergente de la suite de ces sommes partielles. La suite de ces sommes partielles, c'est la somme pour k variant de 1 à n, d à k, puisqu'ici, on est bien d'accord que le terme général n'est défini qu'à partir du rang 1. C'est-à-dire, si je remplace le terme général par sa valeur, la somme pour k variant entre 1 et n, d1 sur k facteur de k plus 1. Donc, pour déterminer la nature de la suite AN, on va dire une démarche logique, naïve, mais logique, ça serait de dire, on va calculer cette somme, et on va étudier la nature de cette suite une fois que cette somme sera close. Donc, la difficulté ici, c'est de simplement savoir s'il est possible de clore la somme. Alors, on voit pourquoi je vous ai demandé quelques prérequis quelque part pour aborder ce chapitre, comme par exemple revoir le calcul des sommes. Ici, on reconnaît tout de suite, on a vu des idées similaires en intégration, un terme général qui peut s'écrire sous forme télescopique. Alors pourquoi je vous dis qu'on a vu ce genre de choses en intégration? En intégration, on a appris à intégrer des termes de la forme 1 sur x fois x plus 1, et on avait dit que l'idée générale c'était d'éclater la fraction en deux, et pour éclater cette fraction en deux, il fallait essayer d'écrire le numérateur comme combinaison linéaire des termes au dénominateur. Donc là, par exemple,
on va écrire 1 sous la forme k plus 1 moins k, ce qui va nous permettre d'éclater le terme général en deux morceaux, 1 sur k pour le premier morceau, moins 1 sur k plus 1 pour le second morceau. Voilà la somme écrite sous forme télescopique, puisque là je récupère un terme que je peux appeler alpha k, là je vais directement récupérer alpha k plus 1. Les règles de calcul sur les sommes télescopiques nous donnent donc le terme le plus petit indice avec le terme de plus petit indice, le terme de plus grand indice avec le plus grand indice. Donc on récupère que ce terme-là tend, lorsque n tend vers l'infini, vers 1. Donc qu'est-ce qu'on vient de déterminer? Là on vient de démontrer que la série pour n supérieur ou égal à 1 des 1 sur n fois n plus 1 est une série qui est convergente. Donc on peut donner naissance à ce nouvel objet qui s'appelle la somme de la série. Donc la convergence de la série entraîne l'existence d'un nouvel objet mathématique, la somme de la série, c'est-à-dire la limite de la suite des sommes partielles. On a vu la notation pour cette somme, c'est la somme des 1 sur n, n plus 1, quand n varie entre 1 et plus l'infini, et cette somme-là est égale à 1. Donc là, on voit, sur pied, tous les éléments importants pour déterminer la nature d'une série, son terme général, la suite de ses sommes partielles, et en cas de convergence de la suite des sommes partielles, la somme de la série. Donc il faut bien avoir en tête ces quatre objets, la série, les deux suites qui constituent la série, et la somme de la série lorsque celle-ci est convergente. Alors terminons par un dernier exemple, histoire de bien maîtriser les notations. On va étudier la nature de cette série. Avec le peu d'armes qu'on a pour l'instant, la nature, ça va être déterminé la nature de la suite grand AN, c'est-à-dire, pour l'instant, la seule arme qu'on ait, c'est utiliser les outils que l'on connaît sur les sommes, notre bagage sur les sommes, pour pouvoir la clore le cas échéant. Donc c'est reparti, hein. Allez, on définit le terme général, qui ici est défini par le quotient de n et factoriel n plus 1 pour tout entier naturel n, puisque ce terme général est défini cette fois-ci pour n'importe quel entier naturel. La suite des sommes partielles, qui est la somme pour k variant entre 0 et n dak, que je vais écrire en remplaçant le terme général par sa valeur. Et déterminer la nature de cette suite, c'est déterminer la convergence de la suite des sommes partielles ou la divergence de la suite des sommes partielles. Comme pour l'instant, on n'a pas d'arme efficace pour pouvoir étudier des suites qui sont définies par une somme, il faut essayer de réfléchir à clore cette somme. Alors là, on révise quelque part les outils classiques de calcul de somme. Alors une fois que l'on a comparé cette somme-là aux sommes que l'on s'éclaire de façon classique, on s'aperçoit qu'aucune somme n'y fait référence, à part les sommes télescopiques. Donc on applique notre théorème habituel pour pouvoir éclater la somme en deux, à savoir, on va simplement faire apparaître au numérateur les facteurs qui nous intéressent. Donc on fait apparaître le facteur k plus 1 et le facteur 1 pour pouvoir simplifier le terme en factoriel et se ramener à la différence de deux termes consécutifs. Bon, ça c'est une astuce classique, c'est un peu le même type d'astuce que ce qu'on a vu ici. Il faut absolument introduire le terme qui nous intéresse pour provoquer un décalage dans le terme général. Alors, une fois que ce décalage est provoqué, qu'on a ici une somme télescopique, on peut la clore. Donc là, on va récupérer 1 sur factoriel 0 qui vaut 1, moins 1 sur factoriel n plus 1. C'est-à-dire, si je réécris 1 moins 1 sur factoriel n plus 1, maintenant que le terme général de grand AN est explicité, la somme est close, on peut regarder son évolution asymptotique lorsque n tend vers l'infini. Bon, là, il n'y a pas de sport, puisque factoriel n, ça tend vers l'infini très vite, donc factoriel n plus 1, c'est pareil. Donc cette suite, elle tend vers 1, ce qui permet donc de conclure que la série de termes général n sur factoriel n plus 1 converge, et donc on va pouvoir donner naissance à un nouveau nombre réel, qui est la somme de cette série, et ce nombre qui vaut 1, puisqu'il est par définition la limite de la suite des sommes partielles, la limite de la suite des sommes partielles. Voilà quelques exemples qui vont nous permettre d'asseoir tout le vocabulaire qu'on a mis en place pour l'étude de la série. Bon, on voit bien évidemment que ces exemples, je ne les ai pas choisis n'importe comment, puisqu'à chaque fois on a été capable de clore la suite des sommes partielles associées à la série.
Alors continuons avec un exercice avec un peu plus de substance qui a été donné à l'X l'année dernière, un exercice qui est assez facile, où l'objectif est de déterminer la nature de cette série numérique et de calculer sa somme dans le cas où cette série est convergente. Alors on a une petite question intermédiaire qui consiste à savoir si le polynôme 1 s'écrit comme combinaison linéaire de ces trois polynômes, qui ne sont pas choisis au hasard, puisqu'ils possèdent 0 et moins 1, 0 et moins 2, et moins 1 et moins 2 comme racines. On voit tout de suite le lien qu'il peut avoir avec l'étude de cette série. Bon, on va commencer par répondre à la première question, où il s'agit de savoir si A, B, C existent réellement. Vous avez noté qu'on ne demande que leur existence. Alors, moi, je vais raisonner par analyse synthèse. L'analyse consiste à supposer qu'il existe bien des nombres ABC qui vérifient ça, et d'essayer de voir les contraintes particulières qui pèsent sur ces différents éléments. Alors, déjà, si cette égalité est réalisée, je peux bien dire que quel que soit t appartenant à C, je vais avoir 1 qui va être égal à A facteur de t plus 1 fois t, plus B t facteur de t plus 2, plus C facteur de t plus 1, t plus 2. Donc évidemment, cette égalité va me permettre de choisir les valeurs de t. Donc on va choisir t est égal à 0, t est égal à moins 1, t est égal à moins 2, pour pouvoir faire disparaître des termes de cette somme. Lorsque t est égal à 0, on obtient la contrainte que 1 va être égal à 2c d'une part. Lorsque t est égal à moins 1, on fait disparaître les deux termes qui sont ici, et on obtient donc que 1 va être égal à moins b, puisque ça fait moins 1 multiplié par 1. Et lorsque t est égal à moins 2, on fait disparaître ces deux termes-là. On obtient ici le produit de moins 2 et de moins 1. On obtient donc que nécessairement 1 va être égal à 2a. Donc on voit que là, les conditions nécessaires obtenues sont assez efficaces, puisqu'on a récupéré que a vaut nécessairement 1,5, que b vaut nécessairement moins 1, et que c vaut nécessairement 1,5. On n'a plus qu'à traiter la réciproque consistant simplement à calculer ce polynôme-là avec les valeurs de ABC que l'on a trouvées. Donc c'est parti, calculons 1,5 de x facteur de x moins 1, moins x facteur de x plus 2, plus 1,5 de x plus 1, facteur de x plus 2. On va développer pour faciliter l'étude. Je vais mettre 1,5 en facteur pour éviter de manipuler des fractions et développer l'expression. On obtient x carré plus x ici. N'oublions pas de multiplier par moins 2 ce qui se passe là. Donc moins 2x carré moins 4x plus x carré plus 3x plus 2. Donc si on fait le bilan du calcul, les x carrés ils se suppriment, les x se suppriment aussi. Il nous reste plus que 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc réciproquement, les trois valeurs qu'on a trouvées ici fonctionnent. Donc on a bien montré qu'il existe A, B et C, et non seulement on les a montré l'existence, mais on les a calculées, qui vérifient cette égalité. Alors maintenant on passe à l'étude qui nous intéresse, c'est-à-dire la nature et la somme de cette série numérique. Posons le vocabulaire. Le terme général de notre série s'écrit 1 sur n fois n plus 1 fois n plus 2 pour tout n appartenant à une étoile. La suite des sommes partielles est définie par la donnée de grand AN. Ce grand AN, c'est la somme pour k qui commence à 1 jusqu'à n, de 1 sur k fois k plus 1 fois k plus 2. Pour déterminer la nature de cette série, il nous faut déterminer la nature de la suite dont le terme général est AN. Donc on voit que pour l'instant, la seule technique que l'on ait, c'est d'essayer de clore la suite grand AN pour savoir si elle possède effectivement une limite. Et pour ça, on va s'aider de la décomposition du numérateur comme somme avec des produits de facteurs qui interviennent au dénominateur. Ce qui va nous permettre probablement de simplifier cette expression et rêver à l'apparition d'une somme télescopique, qui est pour l'instant le seul outil qu'on a à notre disposition. Passons au calcul technique. On utilise donc la décomposition de 1 qu'on a obtenue ici. 1,5 de k facteur de k plus 1, moins k facteur de k plus 2, plus 1,5 de k plus 1 fois k plus 2. Donc on voit à chaque fois qu'on a deux facteurs communs avec le terme qui est au dénominateur, ce qui montre que la somme va se simplifier de façon efficace. Passons à la simplification. Le terme général de la somme se décompose en trois termes. Ici, k et k plus 1 s'éliminent. On va récupérer 1,5 de 1 sur k plus 2, moins 1 sur k plus 1, plus 1,5 de 1 sur k. Pour regrouper les morceaux qui vont nous intéresser, donc on éclate ce terme-là en deux.
L'un des termes sera associé au premier et l'un des termes sera associé au dernier. On utilise maintenant la linéarité de la somme pour regrouper les deux premiers termes de la somme, regrouper les deux premiers termes qui sont ici, et former une somme avec eux. Regrouper les deux termes qui sont ici, et former une somme avec eux. On voit que 1 demi ne dépendant pas de k, il va se mettre en facteur pour former la somme pour k variant de 1 à n des 1 sur k plus 2 moins 1 sur k plus 1. Les termes qui proviennent de la somme soulignée en orange, et la somme pour k variant de 1 à n des 1 sur k plus 1, moins 1 sur k, attention à la factorisation du signe moins. On obtient donc deux sommes télescopiques qui vont se clore facilement. La première va nous donner 1 demi de 1 sur n plus 2, le terme avec le plus grand indice, moins 1 demi, terme avec le plus petit indice, moins 1 demi. Le terme avec le plus grand indice, c'est 1 sur n plus 1. Le terme avec le plus petit indice, c'est juste 1. On peut donc déduire que an, c'est 1 sur 2n plus 4, moins 1 quart, plus 1 demi, moins 1 sur 2n plus 2. On peut donc en déduire que la suite an est bel et bien convergente, et que la limite de la suite an, c'est moins 1 quart plus 1 demi, c'est-à-dire 1 quart. On vient donc de déterminer la nature de la série. La série de termes général an est donc convergente, ce qui permet de définir la somme de la série. On vient de démontrer que la somme pour n supérieur ou égal à 1, des 1 sur n fois n plus 1 fois n plus 2, est donc égal à 1 quart. Voilà la première somme de série non triviale que l'on peut rencontrer. Et on voit tout de suite que quand on aura un produit de termes télescopiques, on voit tout de suite que quand on aura un produit d'entiers consécutifs, il y aura moyen de récupérer une somme télescopique en arrangeant le numérateur, en prenant des combinaisons linéaires de termes qui contiennent au moins deux des facteurs qui sont au dénominateur. La proposition 4 marque une différence fondamentale entre l'étude d'une série et l'étude d'une suite. Je vous rappelle que quand on avait étudié les suites en début d'année, on avait vu qu'une suite, si vous modifiez un nombre fini de termes, non seulement vous ne changez pas sa nature, mais vous ne changez pas non plus sa limite. Alors que pour les séries, les choses sont un peu différentes. On va voir que si on modifie un nombre fini des termes de la suite an, alors la nature de la série n'est pas modifiée. Si la première était convergente, la deuxième sera convergente. Dans un cas particulier, ça signifie en d'autres termes que si par exemple vous prenez une série de termes générale à n, si la série de termes générale à n en commençant les termes à 0 est convergente, celle en commençant les termes à n0 sera également convergente et réciproquement. C'est-à-dire que ces deux séries, ce qui revient à mettre tous les termes de 0 à n0-1 à 0, donc on a bien modifié un nombre fini de termes, eh bien ces deux séries, elles auront toujours la même nature. Si l'une converge, l'autre converge. Ce qui, en contraposant, dit que si l'une diverge, l'autre diverge et réciproquement. Par contre, si la nature est conservée, elle, la somme ne le sera pas. Et dans ce cas précis, on dispose d'une relation entre la somme de la première et la somme de la deuxième. En fait, ce qui nous manque, c'est la somme des premiers termes de la suite que l'on n'a pas pris dans la première et que l'on a pris dans la deuxième. Donc on obtient une formulation qui est quand même assez simple et qui est, on va dire, assez intuitive. Alors, on va démontrer cette relation. Je vais me contenter de démontrer le premier point, ainsi que la formule qu'on a obtenue ici. Pour la démonstration, on va commencer par préciser les notations. Je vais appeler grand AN la somme partielle de rang n de la série dont le terme général est AN et qui commence à l'entier 0. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est la somme pour k variant entre 0 et n d'AK. Et je vais appeler AN tilde la suite des sommes partielles de la série qui commence à n0. Donc cette suite, elle n'est définie que lorsque n est supérieur ou égal à n0, et son terme général, c'est simplement la somme pour k variant entre n0 et n d'AK. Donc celle-là est définie pour n'importe quel entier naturel n, celle-là est définie dès que n est supérieur ou égal à n0. Alors montrer ce point-là ou montrer ces points-là, c'est montrer que la suite à n converge si et seulement si la suite à n tilde converge. Alors comme la nature d'une suite ne dépend pas de ses premiers termes, ça on l'a démontré avec les suites, je vais prendre un entier supérieur ou égal à n0 pour que ces deux suites-là soient définies, et je vais exprimer an en fonction de an tilde.
Alors ça, c'est pas bien compliqué, puisqu'il suffit de casser la somme en morceaux. On va déjà additionner les termes de 0 jusqu'à n0-1, puis on va additionner les termes de n0 jusqu'à n. Donc là, on utilise simplement l'associativité de la somme en mettant les parenthèses aux bons endroits. Et on constate que le deuxième terme qui est là, le premier je vais l'appeler S, et le deuxième terme qui est là, c'est directement le terme AN tilde. Or, comme ces deux suites sont égales à une constante près, elles sont évidemment de même nature. Bah, je m'explique. Si cette suite-là converge, si vous lui ajoutez une suite constante, vous obtenez une suite convergente, et donc AN sera convergente. Et si AN est convergente, si vous lui retirez S, qui est un terme constant, celle-ci sera bien, voilà, la différence sera bien convergente, et donc la suite AN tilde sera bien convergente. On récupère donc la suite AN converge si et seulement si la suite AN tilde converge. Ce qui permet déjà d'établir cette propriété-là, puisqu'on est bien d'accord que ce que j'ai écrit ici, sa reformulation avec la définition, c'est exactement ce qui est écrit là. Évidemment, comme quand on contrapose, on récupère exactement la même information, donc ces deux points-là sont vérifiés. Alors maintenant, on va supposer que les deux convergent, donc supposons la convergence, et on va regarder ce qu'on obtient sur les sommes de série, c'est-à-dire sur les limites de la suite AN et de la suite AN tilde. N'oublions pas cette relation qui est valable à partir du rang n0, qui m'autorise déjà à passer à la limite puisqu'on a supposé que les limites existent, et donc d'écrire que la limite de la suite AN est égale par opération sur les limites à la limite de cette suite constante, qui vaut S, plus la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la suite AN tilde. Si on utilise les notations associées, la limite de la suite des sommes partielles de la première, c'est la somme pour n variant entre 0 et plus l'infini des AN, ce qu'on avait appelé la somme de la série, c'est un nombre réel ou complexe, et ça c'est égal à S plus la somme de l'autre série, c'est-à-dire la somme pour n variant de n0 à plus l'infini des AN. Alors ne soyez pas traumatisés par le fait qu'ici j'utilise l'indice n et ici l'indice k. Je vous rappelle que la variable est muette, donc en changeant le nom de la variable, vous ne changez pas la somme. C'est-à-dire que je peux très bien écrire cette relation-là. La somme pour k variant entre 0 et plus l'infini des ak est égale à S plus la somme pour k variant entre n0 et plus l'infini des ak. Ce qui est bien important, c'est qu'il y ait cohérence entre la variable qu'on utilise pour écrire la somme et évidemment le terme général. Mais cette ligne-là et cette ligne-là, elles sont évidemment totalement identiques, puisqu'ici n et k sont muets, alors que là, la variable k est muette, mais la variable n, elle n'est pas du tout muette. Hein. Donc il faut faire très attention à regarder ce qu'on manipule, si ce sont des variables fixées ou si ce sont des variables muettes. Donc maintenant, bilan, on sait que si on modifie un nombre fini de termes dans le terme général de la série, eh bien on ne modifiera pas sa nature. Sa somme, oui, mais pas sa nature. Cette définition, c'est simplement la poursuite du vocabulaire qui est associé à une série. Elle va directement exploiter les résultats de la proposition numéro 4. Alors je m'explique, hein, ça s'appelle la définition du reste d'une série. Je vais bien pointer ce que c'est que ce fameux reste dans la série numérique. Ce qu'on appelle reste, alors plus exactement reste d'ordre n. Donc on va se donner une série convergente, hein, ce qui signifie qu'on ne parlera pas de reste lorsque la série est divergente. Donc on se donne une série convergente de somme ce nombre-là, donc la somme pour n variant de 0 à plus l'infini des AN. Cette somme, je vais la noter plus synthétiquement S. Et donc on a vu dans la proposition numéro 4 que si on démarre la série au rang P plus 1, on obtient encore une série convergente. Ces deux séries-là sont de même nature. Donc je peux dire que si je me fixe n'importe quel entier naturel P, cette série-là, elle sera convergente. Donc c'est totalement possible de définir la somme de cette série. Et on avait vu de plus qu'on disposait de cette relation entre la somme de la première série et la somme de celle qui commence simplement au rang n0. Donc là, j'ai simplement transposé la formule qui est là, dans notre cas précis, c'est-à-dire la somme de la série totale, ça c'est le nombre S que j'ai mis ici, avec la somme de la série à partir du rang P plus 1. Alors là, par contre, vous reconnaissez un terme qu'on connaît bien, puisque là, vous reconnaissez le terme de la somme partielle d'indice P
des premiers termes de la suite à n, puisque c'est A0 plus A1, etc. jusqu'à AP. Donc on voit qu'on a une relation entre S et AP, et ce nombre-là, on va l'appeler RP. Alors plus exactement, ici, j'écris la même définition avec l'indice n. Ceci, ça s'appelle le reste d'indice P de la série de termes général AN. Donc du coup, le terme qui est ici, on va pouvoir lui donner un nom. Ce terme-là s'appelle le reste d'indice n, puisqu'il y en aura pour tout indice, donc le reste d'indice n, de la série de termes général à n. Donc on définit un nouvel objet associé à une série convergente, c'est le reste d'indice n de la série de termes général à n. Donc en particulier, on va disposer d'une relation qui va relier le terme partiel d'indice n, la somme de la série et le reste. C'est que la somme de la série, elle est toujours égale à la somme partielle d'indice n, auquel on ajoute le reste d'ordre n. Et cette relation, elle est valable pour tout n appartenant à n. Et attention, pour pouvoir écrire une telle relation, on a déjà deux éléments qui nécessitent la convergence de la série, le nombre S puisque c'est la somme de la série, et Rn puisqu'il s'agit de la suite des sommes partielles. Donc voilà une relation intéressante, puisque dorénavant, le reste de la série va jouer un rôle important, enfin les restes d'ordre n vont jouer un rôle important dans ce qui va suivre. On va maintenant voir dans la proposition numéro 6 que la suite des restes, définie à partir d'une suite convergente, est une suite qui converge vers 0. Donc on va analyser cette propriété, et bien sûr, on va la démontrer. Alors cette proposition nous dit que si la série de termes général à n est convergente, alors la suite qui est définie par le reste d'indice n, ou le reste d'ordre n, c'est-à-dire la somme pour k variant de n plus 1 plus l'infini dAk, tend vers 0. Alors on peut déjà constater que cette suite est parfaitement définie, en raison de la propriété numéro 4, qui dit que si une série est convergente, en la prenant à partir d'un certain rang, on ne changera pas sa nature, elle sera encore convergente. Alors pour démontrer que le reste tend vers 0, on va bénéficier de la relation avec laquelle on avait défini le reste, puisque je vous rappelle que si on ajoute à la somme partielle d'indice n le reste d'indice n, on récupère en totalité la somme de la série. C'est-à-dire la somme pour k variant entre 0 et plus l'infini dAk. Or, je sais que si la suite à n est convergente, la suite à n, elle converge, et elle converge vers la somme de la série. Alors, la somme de cette série, je vais l'appeler S. Donc, on n'est pas loin de la vérité, puisque je sais que, comme la série de termes général AN est une série qui est convergente, alors je peux affirmer que la suite AN, elle converge vers la somme de la série, elle converge donc vers le nombre S. Du coup, si on écrit Rn sous cette forme-là, je peux dire que Rn c'est simplement S moins AN, et donc Rn est convergente, la suite Rn est donc convergente, puisqu'elle est somme de suites convergentes. Et pour récupérer la limite de Rn, que je peux bien utiliser en utilisant les opérations sur les limites, on obtient S moins la limite de la suite à n, lorsque n tend vers l'infini. Mais comme il est acté que la suite à n, elle converge vers la somme de la série, cette limite, ça sera S moins S, elle va être égale à 0. Donc simplement en utilisant la relation qui définit Rn et qui fait le lien avec la somme partielle d'indice n, on récupère que la suite des restes, elle est toujours convergente et converge vers 0. Donc dès qu'on a une série convergente, on peut lui associer sa somme partielle de rang n, son reste de rang n et sa somme S. On sait donc que si la série est convergente à n converge vers S, et automatiquement, le reste, c'est-à-dire la somme des termes qui restent, va converger vers 0. Voilà, donc ça clôt, on va dire, la partie qui correspond simplement au vocabulaire associé aux séries divergentes et aux séries convergentes. On va voir maintenant deux exemples fondamentaux de séries convergentes, dont l'une sera une série de références très importante pour la suite du cours. Le premier exemple fondamental dans l'étude des séries divergentes, c'est le cas de la série géométrique. Alors, on va déjà définir ce qu'on appelle une série géométrique. Donc je vais me donner un nombre Q appartenant à C, que je vais supposer différent de 1. On verra que dans le cas où Q est égal à 1, on a déjà démontré que la série était divergente, donc peu intéressante. Donc on appelle simplement série géométrique la série de termes général Q puissance n, ce que l'on peut noter, la série pour n appartenant à n
de q à la puissance n. Donc ce qui nous intéresse ici, dans cette petite partie, c'est de savoir quelle est la nature de cette série selon les valeurs de q. Donc pour ça, le terme général ici, c'est évidemment q puissance n. Je vais encore une fois, pour que vous ne soyez pas perdus, préciser les notations qu'on a convenues ensemble. Donc je prends an, ici c'est le terme q puissance n pour n'importe quel entier naturel n. Et la somme partielle d'indice n, c'est la somme pour k variant entre 0 et n de q à la puissance k. Alors il se trouve que là c'est plutôt agréable, puisqu'avec le choix q différent de 1 que j'ai pris, cette somme partielle, on sait la clore. C'est un théorème fondamental, c'est 1 moins q à la puissance n plus 1, divisé par 1 moins q, qui est bien défini dès que q est différent de 1. Donc, étant donné qu'on a pu accéder à une formule close pour le terme partiel d'indice n, la nature de la série de termes général q puissance n dépend directement du seul terme qui dépend de n. Or, ce terme-là, c'est une suite géométrique. Donc la nature de la série géométrique dépend directement de la nature d'une suite géométrique avec la même raison. Or, là, on sait exactement ce qu'il se passe. Si on entame la disjonction de k, on sait que si le module de q est strictement plus petit que 1, alors on sait que la suite q puissance n, elle converge vers 0. Donc, la suite q puissance n plus 1 converge aussi vers 0. On peut la voir comme une sous-suite. Donc, la suite de termes général an, elle converge, par opération sur les limites, vers 1 sur 1 moins q. Donc on peut dans ce cas-là dire que la série est convergente et que sa somme vaut 1 sur 1 moins q. Continuons la disjonction de k. On a vu que quand le module de q est égal à 1, alors je précise que q est différent de 1, alors la suite q puissance n est divergente. Attention, c'est une divergence avec une suite bornée. On sait que la divergence n'avait pas été facile à démontrer. Il avait fallu raisonner par l'absurde en utilisant des sous-suites. Donc on va pouvoir dire que dans ce cas-là, comme d'après le cours sur les suites, q à la puissance n est une série divergente, eh bien la suite à n l'est aussi, puisque finalement on ne fait que lui rajouter une constante et la multiplier par un nombre non nul. La suite à n est aussi divergente. Donc, on peut dire que la série de termes général q puissance n est également divergente. Il reste maintenant le cas où le module de q est strictement plus grand que 1. Alors dans ce cas-là, la divergence de q puissance n est grossière, puisque cette suite n'est pas bornée. Donc, dans ce cas-là, la suite des an, elle diverge également grossièrement, puisqu'elle n'est même pas bornée. Donc, on peut en déduire que la série de termes général q puissance n est également divergente. Donc on a réussi à démontrer que cette série était convergente avec une condition nécessaire et suffisante très très simple, c'est que le module de q soit strictement plus petit que 1. Et de plus, on dispose de la somme, puisque la somme est égale à 1 sur 1 moins q. Donc on va citer un théorème qui va résumer tout ça, et on va voir que, outre la somme partielle et la somme de la série qu'on a été capable de calculer, on connaît même le reste. Ce qui veut donc dire que pour une série géométrique, on connaît absolument tout. Ce qui fait son intérêt. Voilà résumé dans le théorème numéro 7 tout ce qu'il y a à savoir sur la nature d'une série géométrique. Si on se donne un nombre q complexe, cette série est donc convergente à la condition nécessaire et suffisante que le module de q soit strictement plus petit que 1. Donc notez bien qu'il s'agit d'une condition nécessaire et suffisante, puisqu'on voit bien qu'on a ici un si et seulement si, et c'est exactement ce qu'on a démontré dans la partie précédente, puisqu'on a examiné tous les cas possibles pour la valeur de q. Alors le cas échéant, on connaît tout, on connaît absolument tout. Pourquoi? Puisqu'ici, vous reconnaissez tout de suite la somme de la série, donc dans le cas où elle converge, la somme de la série est connue. On reconnaît aussi la suite des sommes partielles, la somme partielle d'indice n est connue, et pour le coup, on connaît également le reste, pour les mêmes raisons. Pourquoi? Alors pour le calcul du reste, puisque c'est la seule chose que je n'ai pas effectuée, on va faire le calcul directement. Je vous rappelle que lorsqu'une série est convergente, donc ici on va supposer que le module de q est strictement plus petit que 1, lorsqu'une série est convergente, en additionnant la somme partielle d'indice n avec le reste d'indice n, on récupère la somme de la série. On récupère la somme pour n variant entre 0
et plus l'infini des q à la puissance n, c'est-à-dire on récupère, puisqu'on a fait le calcul, 1 sur 1 moins q. Donc, notre reste Rn est simplement égal à 1 sur 1 moins q, moins An, et An, le calcul a été effectué. Il s'agit de 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Lorsqu'on effectue cette somme de fractions, on récupère juste q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Donc bilan, on connaît absolument tout dans cette série géométrique. On connaît la nature de la série avec une condition nécessaire et suffisante, la suite partielle d'indice n et le reste d'indice n, on connaît absolument tout. Alors rappelez-vous, dans la proposition numéro 4, nous avions démontré que quand on modifiait un nombre fini de termes de la série, les séries étaient de même nature, mais attention, elles n'avaient pas nécessairement la même somme. C'est ce qu'on va voir ici, dans le cas particulier d'une série géométrique, sous la forme du corollaire numéro 8, où il est question d'un nombre complexe Q de module strictement plus petit que 1, ce qui d'après le théorème 7 assure que la série de termes général Q puissance n est convergente. On sait donc, d'après la propriété 4, que si je prends cette série à partir d'un certain rang, à partir du rang n0, elle sera également convergente. Donc la nature de la série ne fait aucun doute. Donc là, on utilise directement la proposition numéro 4, et le fait que le module de Q est strictement plus petit que 1, ça m'indique que comme la série de termes générale Q puissance n est une série convergente quand on la prend à partir du rang 0, donc on obtient que la série de termes générale Q puissance n, mais à partir du rang n0, est également une série convergente. Alors qu'en est-il du calcul de la somme? Eh bien, on avait vu aussi qu'il existait un lien entre la somme de la série de la première et la somme de la série de la seconde. Un lien très très simple, puisque la somme pour n variant entre 0 et plus l'infini de q puissance n, qui est la somme de cette série, est égale à la somme pour n variant de 0 à n0-1, ça c'était en gros les termes que je ne considérais pas, plus la somme de cette série-là, donc, ce qui nous donne une espèce de relation de Chasles pour des sommes infinies, hein, attention. Hein. Donc ça, on peut écrire, puisqu'on sait que toutes les séries sont convergentes, donc on a la relation sur les sommes des séries. Or là, on sait calculer déjà deux objets sur les trois. Ce premier objet, il est calculable, c'est la somme de la série. On a vu qu'il valait 1 sur 1 moins q. Le deuxième, c'est la somme partielle d'indice n0-1 de la série géométrique. C'est donc 1 moins q à la puissance n0 sur 1 moins q. Et enfin, le dernier terme, c'est la somme de la série que je cherche a priori à calculer. Donc la somme pour n variant de n0 à plus l'infini de q puissance n. Par conclusion, on n'a plus qu'à isoler le terme qui nous intéresse. Les deux autres termes, c'est une somme de fractions qui possède en plus le même numérateur, donc les calculs ne vont poser aucun problème. En retranchant à cette expression celle-ci, on récupère q à la puissance n0 sur 1 moins q, ce qui est bien la somme désirée. Donc, vraiment, les sommes géométriques, on les connaissait déjà partout, mais en plus, on sait même les calculer à partir d'un certain rang. On aurait même accès au reste simplement en faisant la différence entre la somme partielle d'indice n et la somme de la série qu'on vient de calculer. Donc, encore une fois, on a accès à tout, et même à partir d'un certain rang. Nous allons traiter deux exemples. On va étudier la nature de deux séries. La première, ça va être la nature de la série pour n supérieur ou égal à 1, dont le terme général, c'est 3 puissance n, cosinus de pi sur 8 à la puissance n. Et on va étudier un petit peu plus tard la nature d'une autre série. Bon, on va commencer par celle-là. Alors, déjà, il s'agit d'une série géométrique, hein, puisque si j'écris ce que donne le terme général, si vous utilisez les relations sur les puissances, elles sont multiplicatives. Donc je peux écrire le terme général sous la forme 3 cosinus de pi sur 8 à la puissance n. Donc on est direct dans le cas d'application du théorème numéro 7. La question naturelle, c'est est-ce que la valeur absolue, puisqu'ici on travaille avec des réels, hein, donc les doubles barres désignent la valeur absolue, est-ce que la valeur absolue de ce nombre-là est strictement plus petit que 1 ou non? Alors pour ça, il suffit de regarder ce qu'on peut dire de cosinus pi sur 8. Alors comme on ne le connaît pas explicitement, on va chercher à le comparer à un cosinus connu, cosinus pi sur 8, puisque la fonction cosinus elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2, je peux dire déjà qu'il est strictement plus petit que cosinus de 0, qui est égal à 1,
et il est strictement plus grand que cosinus de pi sur 6. Alors cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc on récupère une inégalité qui nous permet d'obtenir une approximation, bon, pas très précise, mais l'essentiel c'est de répondre à la question de cosinus de pi sur 8. Évidemment, si vous multipliez cette inégalité par 3, on ne va pas changer le sens des inégalités, puisque 3 est un nombre qui est strictement positif. Donc on récupère que ce terme-là est strictement plus petit que 3. Ça, c'est pas très intéressant, mais qu'il est aussi strictement plus grand que 3 racines de 2 sur 2. Or, 3 racines de 2 sur 2 est un terme qui est strictement plus grand que 1. Donc le nombre 3 cosinus de pi sur 8 est a fortiori strictement plus grand que 1. On peut donc dire que la nature de cette série est maintenant déterminée, puisque la nature d'une série géométrique dépend de la valeur absolue ou du module de sa raison. Or, comme la raison ici est strictement plus grande que 1, cette série est clairement divergente. En guise de deuxième exemple, on va considérer la nature de la série de termes générales racine cubique de 4 puissance n, exponentielle de moins n. Alors déjà, un premier travail, ça va être de dégrossir, de réécrire le terme général de cette série numérique. Je vais déjà écrire ce que c'est que la puissance 1 tiers. La puissance 1 tiers, c'est la puissance 1 tiers. Je vais déjà écrire ce que signifie la racine cubique. Il s'agit simplement d'une puissance 1 tiers. Puis je vais utiliser les relations sur les puissances pour réécrire ce terme sous un jour plus favorable. Donc ça, c'est 4 à la puissance n sur 3, que je peux aussi écrire 4 à la puissance 1 tiers, le tout à la puissance n, multiplié par exponentielle de moins 1, le tout à la puissance n. On peut donc combiner les puissances n en utilisant les relations sur les puissances. On récupère 4 à la puissance 1 tiers, le tout divisé par e, ceci à la puissance n. Donc on obtient bien une suite géométrique, puisque le nombre 4 à la puissance 1 tiers sur e est un nombre qui ne dépend pas de n. Maintenant, la question est de savoir, étant donné qu'il est clairement strictement positif, la question est de savoir s'il est plus grand ou s'il est plus petit que 1. Donc ce que je vais faire, comme alternative à prendre sa calculatrice par exemple, c'est calculer le logarithme de q, histoire de simplifier les puissances. Donc je vais récupérer, puisque le logarithme d'un quotient c'est la différence des logarithmes, 1 tiers de ln de 4 moins ln2. Alors je ne vais pas simplifier ln2 en 1, puisqu'il faut que je sois capable de comparer ces deux nombres-là, et il n'y a pas beaucoup de logs dont on connaît les images. Donc je vais être conservateur, et je vais même écrire 4 sous la forme 2 au carré, ce qui va me donner 2 tiers de ln de 2 moins ln2. Et là, les choses maintenant deviennent plus claires, puisque 2 tiers étant un nombre qui est strictement plus petit que 1, le nombre qu'on récupère ici, il est évidemment strictement plus petit que ln de 2 moins ln2. Or, la fonction log est une fonction qui croît strictement. Or, on sait bien que 2, il est strictement plus petit que e, puisque c'est environ 2,7, donc ce terme-là est strictement négatif. Donc, comme ln de q est strictement négatif, maintenant c'est avéré, on obtient donc que le nombre q, il est strictement plus petit que 1. Donc, non, le nombre q est strictement plus grand que 0 et strictement plus petit que 1, à cause de ce qu'on avait dit au-dessus. Et donc, au final, la série que l'on a définie ici, elle est bien convergente, en appliquant le théorème sur les séries géométriques convergentes. Donc, quel que soit son point de départ d'ailleurs, mais ici son point de départ c'est 1. Donc maintenant qu'on sait que cette série est convergente, on peut calculer la somme de la série. Donc la somme de la série, il suffit d'appliquer la relation qu'on a vue en cours. C'est simplement la raison, donc q à la puissance n0, ici n0 est égal à 1, sur 1 moins q. Donc la série des q puissance n, si j'applique le cours, c'est q, le tout divisé par 1 moins q. On n'a plus qu'à remplacer q dans le calcul que l'on a effectué. Donc on va récupérer 4 à la puissance 1 tiers sur e sur 1 moins 4 à la puissance 1 tiers sur e. Si on n'est pas trop satisfait de l'écriture de ce résultat, on peut multiplier par e au numérateur et au dénominateur. On récupère une expression sans fraction, en l'occurrence cette expression-là. On a donc bien récupéré la nature de la série, elle est convergente,
et la somme de la série, elle vaut le nombre qui est ici. Donc on a déterminé tout ce qu'il y avait à déterminer sur cette série numérique. Il est temps d'aborder maintenant le deuxième type de série numérique convergente, le deuxième et grand exemple de série numérique. C'est un exemple important parce qu'il va donner naissance à ce qu'on appelle le développement en série entière de la fonction exponentielle. Et il va donner naissance à toute une théorie qui est: est-ce que les fonctions usuelles, on n'est pas capable de le développer en somme de séries? On verra ce qui va nous rendre des grands services sur la connaissance et sur la nature de ces fonctions. Bon, là on va étudier plus précisément le cas de l'exponentielle. Et le théorème numéro 9 nous indique que pour n'importe quel nombre réel x, cette série est convergente. Pour n'importe quel nombre réel x. Vous verrez l'année prochaine d'ailleurs que ça marche aussi quand x appartient à c. Et en plus, on connaît la somme de la série, c'est la fonction exponentielle, ce qui nous permet d'avoir une écriture du nombre e sous la forme de la somme d'une série. Donc on va démontrer ce résultat. La démonstration est une application du théorème de la formule de Taylor avec reste intégrale, puisque si vous écrivez ici la somme partielle d'indice n, vous constatez que cette somme partielle d'indice n, que j'écris sous forme symbolique, somme pour k variant de 0 à n de x à la puissance k sur factoriel k, si vous écrivez cette somme en extension, vous récupérez donc ici 1, plus x carré sur factoriel 2, plus etc., x à la puissance n sur factoriel n. Donc vous vous apercevez directement que la somme partielle d'indice n, c'est un polynôme de Taylor d'approximation de la fonction exponentielle. Donc l'objectif, pour pouvoir relier la fonction exponentielle et ce polynôme de Taylor, c'est d'appliquer une formule de Taylor. On va donc appliquer la formule de Taylor avec reste intégrale à la fonction exponentielle. Donc pour ça, il faut vérifier les hypothèses. La fonction exponentielle est une fonction qui est de classe C infini sur R, à valeur dans R. Donc on peut lui appliquer la formule de Taylor avec reste intégrale à n'importe quel ordre. Donc appliquons cette formule de Taylor. Donc je vais écrire la formule de Taylor à l'ordre n pour pouvoir faire une comparaison au polynôme là, de Taylor d'ordre n. Donc là j'écris le démarrage de la formule de Taylor, plus le reste, qu'on écrit donc sous forme intégrale. C'est l'intégrale entre 0 et x, donc de x moins t à la puissance n sur factoriel n, multiplié par la dérivée n plus unième de la fonction exponentielle en t dt. Donc voilà comment s'écrit cette fameuse formule de Taylor avec reste intégrale. Donc, ah tiens, si on est un peu précis là sur... si on est très précis sur le vocabulaire, ici vous récupérez quoi? Ici vous récupérez la suite des sommes partielles d'indice n, et ici vous récupérez, alors évidemment, sous réserve de convergence, pour l'instant on ne le sait pas, ce qui pourrait être, une fois qu'on aura démontré la convergence, le reste d'ordre n de cette série. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à démontrer que cette expression-là tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, et on aura donc déterminé la nature de cette suite, et si ça tend vers 0, cette suite elle convergera vers la fonction exponentielle, ce qui permettra de tout faire d'un coup, et on saura a posteriori que ceci est bien l'expression du reste de cette série numérique. Donc, la clé, c'est de démontrer que cette expression tend vers 0. Alors, je vais déjà supposer, pour pouvoir faire des majorations sous l'intégrale correctement, je vais déjà supposer que x est positif ou nul, puisque je vais être amené à majorer en valeur absolue ce terme-là, et ça on sait bien faire quand les bornes sont dans le bon sens. Donc ce terme-là, pour l'instant, je vais l'appeler R de x, et je vais le majorer en valeur absolue. Donc je vais commencer par appliquer les majorations standards sous l'intégrale. Bon, déjà j'écris ce que j'ai obtenu ici, simplement en recopiant le reste intégral. Et on va faire une majoration classique, on va refaire une fois de plus la majoration de Lagrange. Bon, je vais quand même écrire que la dérivée n plus unième de exponentielle t, c'est exponentielle t. Et je vais commencer mes majorations, donc je vais déjà faire rentrer la valeur absolue dans l'intégrale, ce qui est possible ici puisque les bornes sont bien dans le bon sens. Je vous rappelle qu'on a choisi x positif. X moins t est un nombre positif, à la puissance n il reste positif, factoriel n est positif, et exponentielle t est positif. Bon, donc en fait ici les valeurs absolues elles ne servent pas à grand chose, puisque tous les termes dans l'intégrale sont positifs. Maintenant on va donc majorer l'intégrande pour pouvoir récupérer nos informations.
le terme exponentiel t, comme x est positif, je peux le majorer par exponentielle x. Donc je majore tout ça par exponentielle x. Exponentielle x que je vais pouvoir sortir de l'intégrale, puisqu'il ne dépend pas de t. Et on récupère l'intégrale entre 0 et x de x moins t à la puissance n sur factoriel n dt. Or, cette intégrale, on peut la calculer, puisque cela va s'intégrer comme une puissance composée avec une fonction affine. Donc le dénominateur va être multiplié par n plus 1, ce qui va augmenter le factoriel. Tout ça pris entre 0 et x. Et ceci est inférieur ou égal à, la valeur en x est nulle, et la valeur en 0 vaut x à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Donc on récupère x à la puissance n plus 1, exponentielle x sur factoriel n plus 1. Donc c'est la limite que l'on doit calculer. Là, on va utiliser nos relations de comparaison, puisqu'on peut avoir une forme indéterminée si x est strictement plus grand que 1, mais on sait que la suite géométrique x puissance n, qu'elle soit convergente ou divergente, est de toute manière négligeable devant factoriel n. Ce qui permet de dire que ce terme-là tend bien vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et donc, on peut conclure que, en appliquant le théorème d'encadrement bien entendu, que la limite lorsque n tend vers l'infini de Rn de x vaut 0. Ça permet de dire que lorsque x est positif ou nul, le terme qui est ici tend vers 0, ce terme tend donc vers exponentielle x. On vient donc de démontrer que la série est a priori convergente. Alors reste à faire le cas où R est négatif. Je vais supposer cette fois-ci que x est strictement négatif et je vais majorer la valeur absolue du reste. Donc là, j'ai toujours l'intégrale entre 0 et x de x moins t à la puissance n sur factoriel n, exponentielle t dt. Donc je vais utiliser ma première majoration standard qui consiste à faire rentrer la valeur absolue dans l'intégrale. Attention au sens des bornes. X passe évidemment en bas puisqu'il est supposé strictement négatif. Ici, le terme, c'est plutôt t moins x à la puissance n, puisque la valeur absolue de x moins t à la puissance n, c'est ce terme-là. Factoriel n est positif, l'exponentiel est positif, pour l'instant tout se passe bien, dt. Donc on continue notre majoration. Lorsqu'on se place entre x et 0, l'exponentielle elle est majorée par 1. Donc on va récupérer ici l'intégrale entre x et 0 de x moins t à la puissance n sur factoriel n dt. Donc car, je vais quand même le signaler, quel que soit t appartenant à l'intervalle x0, l'exponentielle est d'une part positive et majorée par 1, donc on peut faire cette majoration dans l'intégrale puisqu'on a une majoration qui est uniforme sur l'intervalle d'intégration. Maintenant l'intégrale est directement calculable, on intègre la composée d'une fonction affine de dérivée égale à 1 et d'une puissance. Donc, là le calcul est assez facile, on récupère ceci en intégrant, pris entre x et 0. On n'a plus qu'à calculer la valeur en 0. La valeur en 0, ça vaut moins x à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Le tout divisé par factoriel n plus 1, moins la valeur en x qui est nulle. On retrouve une nouvelle fois, puisque x est négatif, la valeur absolue de x à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Or, ce terme tend aussi vers 0 lorsque n tend vers l'infini, exactement pour les mêmes raisons, puisque je sais qu'un terme géométrique est négligeable devant factoriel n. Donc x à la puissance n plus 1 est négligeable devant factoriel n plus 1. Ce terme-là est donc, par argument de croissance comparée, convergent vers 0. On peut donc conclure, une nouvelle fois, que la limite lorsque n tend vers plus l'infini, lorsque x est négatif, de la somme partielle d'indices n, converge vers le nombre exponentiel. On vient donc bien de démontrer que la série de termes générales xn sur factoriel n est convergente, et sa somme, c'est exponentielle x. On vient donc de voir que pour cette série-là, c'est aussi relativement agréable, puisque x étant fixé, on connaît le reste de cette série, et ce reste, il va être exprimable à l'aide de la formule de Taylor. Le reste, maintenant, je peux dire a posteriori qu'il vaut l'intégrale entre 0 et x de x moins t à la puissance n sur factoriel n exponentielle de t dt.
Donc là, encore une fois, pour cette série, on connaît sa nature, on connaît sa somme partielle, bien sûr, mais on connaît aussi son reste. On connaît absolument tout. Et ça nous donne l'espoir de faire ça pour d'autres fonctions. Vous pouvez essayer de le faire avec la fonction sinus, avec la fonction cosinus. Vous allez voir que ça va très très bien se passer. Attention, il y a d'autres fonctions pour lesquelles ça se passe un peu moins bien. Alors dans cette section, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle la condition nécessaire de convergence. Et ceci va marquer un virage dans l'étude des séries numériques. Pour l'instant, tous les résultats qu'on a vus étaient liés au fait qu'on était capable de calculer, de clore la suite des sommes partielles d'indice n pour voir si on était capable de déterminer sa limite. Ici, vous avez remarqué que c'est le premier résultat qui concerne directement le terme général de la série et pas la somme partielle de la série. Donc ce résultat nous donne une condition nécessaire de convergence, à savoir que si une série est convergente, alors son terme général tend nécessairement vers 0. Donc j'insiste sur le fait que c'est une condition nécessaire, on verra un petit peu plus tard qu'elle n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'il existe des séries divergentes dont le terme général tend vers 0. Bon, pour le moment, on va passer à la démonstration de ce résultat. Pour la démonstration, on va revenir à la définition d'une suite convergente. Une suite est convergente si et seulement si la limite de ses sommes partielles tend vers 0. Donc si je me donne un entier naturel n, on retrouve la notation classique de la suite des sommes partielles, la somme pour k variant entre 0 et n dAk. Alors je sais que cette suite est convergente, et je vais récupérer ici le terme général de ma suite à n en écrivant la dérivée discrète en quelque sorte du terme grand A n. Effectivement, quand on écrit le rapport de deux termes consécutifs, on va juste récupérer le terme d'indice n, puisqu'on retire à la somme des termes avec des indices variant entre 0 et n, la somme des termes avec des indices variant de 0 à n-1, il ne nous reste plus que le terme d'indice n. Or, on sait par hypothèse que la suite à n est une suite qui est convergente, donc elle converge vers la somme de la série, qui est un nombre réel, complexe, selon qu'on travaille avec une suite réelle ou avec une suite complexe. Or, si AN converge, la suite AN-1 est également une suite convergente et va converger vers la même limite. Donc les opérations sur les suites convergentes nous assurent que la suite AN est une suite convergente et que sa limite, ça va être S-S, ça va être égal à 0, simplement en utilisant les opérations sur les suites convergentes. Ainsi, si la série de termes général AN est convergente, alors il est absolument nécessaire que son terme général converge vers 0. Mais attention, je le répéterai encore 10 fois s'il le faut, il s'agit d'une condition nécessaire et nullement suffisante. Il existe des séries dont le terme général tend vers 0 et qui sont divergentes. La condition nécessaire de convergence nous amène à considérer une nouvelle définition, on va parler de divergence grossière. En effet, il est maintenant acté que si le terme général ne tend pas vers 0, la série elle est obligatoirement divergente. Alors on dira dans ce cas-là que la série est grossièrement divergente. On n'aura pas d'étude particulière à faire. Si le terme général ne tend pas vers 0, le résultat de la nature de la série, il est absolument automatique. Alors bon, il est du coup très facile de donner des séries grossièrement divergentes. Enfin, je vais simplement signaler quelques séries grossièrement divergentes qu'on a déjà vues dans les études précédentes. On peut maintenant dire que la série dont le terme général est constant, où n est supérieur ou égal à 0, est divergente, et même grossièrement divergente, dès que la constante elle est différente de 0, puisque dans ce cas-là, on a l'assurance que le terme général ne tend pas vers 0. Donc là, on est face à de la divergence grossière. Vous pouvez dire par exemple que n'importe quelle série géométrique, avec q puissance n supérieur ou égal à 0, avec q supérieur ou égal à 1, est clairement grossièrement divergente, puisque, a priori, le terme général ne tend pas non plus vers 0. Lorsque q est un nombre réel plus grand que 1, soit la suite est constante égale à 1, soit la suite diverge vers plus l'infini. Bon, je ne vais pas multiplier les exemples, puisque maintenant on sait que quand le terme général ne tend pas vers 0, alors la série, elle est grossièrement divergente, donc divergente. Nous allons maintenant voir la réciproque. Nous savons que si la série DAN converge, le terme général tend vers 0, mais on va voir que l'implication suivante est fausse, c'est-à-dire qu'il existe des séries qui sont divergentes et dont le terme général tend vers 0. Et on en a déjà vu,
on va étudier le cas particulier de ce qu'on appelle la série harmonique. Donc la série harmonique, c'est la série dont le terme général est donné par 1 sur n, donc on va la considérer à partir de n égale 1, sinon le terme n'est pas défini. Alors pour démontrer que cette série numérique diverge, je vais étudier la suite de ces sommes partielles, qui s'appelle Hn, c'est-à-dire la somme pour k variant de 1 à n des 1 sur k, et on va effectuer classiquement une comparaison somme intégrale en comparant le terme général à un terme télescopique par comparaison intégrale. Donc là, on est dans la situation où on n'est pas capable de clore la suite des sommes partielles. Donc une possibilité est de comparer le terme général de cette somme à un terme général télescopique pas trop loin du terme général qui est là, de manière à pouvoir obtenir une minoration de Hn qui montrerait que cette suite, elle diverge vers plus l'infini. C'est ce qu'on va tenter de faire. On va voir une nouvelle fois quels sont les éléments essentiels d'une comparaison somme intégrale. Donc je vous l'ai dit, il s'agit de comparer le terme 1 sur k à un terme télescopique, c'est-à-dire à un terme que l'on pourra additionner assez simplement. Donc le point clé de la méthode est de représenter le terme 1 sur k sous la forme d'une aire algébrique. Donc il va falloir qu'on trouve une aire qui mesure 1 sur k pour pouvoir faire une comparaison, cette fameuse comparaison intégrale. Donc pour avoir une aire qui mesure 1 sur k, si je trace le graphe de la fonction qui a x associé 1 sur x, 1 sur k, c'est ce que je vais récupérer ici en regardant l'image du point d'abscisse k. C'est donc ici que je lis le terme 1 sur k. Bon. Pour avoir un objet qui a une aire qui mesure 1 sur k, il me suffit de considérer par exemple l'aire qui est ici, puisque l'un de ses côtés mesure 1, l'autre de ses côtés mesure 1 sur k. L'aire qui est ici mesure évidemment 1 sur k. Alors on peut la comparer, puisque la fonction inverse est décroissante, on peut directement la comparer à l'aire qui est ici. Si je considère l'aire qui est dans ce trapèze, alors ce trapèze, pardon, dans cette figure géométrique, pas un trapèze, puisque la fonction 1 sur x elle n'est pas affine. Donc je vais considérer l'aire en rouge qui est dans cette figure géométrique. Cette aire va être évidemment plus grande. Elle va s'écrire comme étant l'intégrale entre k-1 et k de dt sur t. Et je peux faire exactement la même chose de l'autre côté. Si maintenant je considère l'aire qui est située toujours sous le graphe de la fonction 1 sur x, là je vais récupérer évidemment une intégrale qui est plus petite, puisque l'aire 1 sur k, je peux aussi le visualiser en construisant le rectangle qui est associé ici. Donc en écrivant l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t, j'obtiens donc une intégrale qui est plus petite que 1 sur k. Alors ici, comme l'idée est d'utiliser une minoration de 1 sur k par un terme télescopique, c'est plutôt cette partie de l'inégalité que je vais considérer. Donc, je vais écrire l'inégalité que 1 sur k, elle est inférieure ou égale à l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t. Il faut que je précise les valeurs de k pour lesquelles cette inégalité est valable. Elle est valable dès que je peux intégrer 1 sur t, donc il faut que k soit supérieur ou égal à 1. La fonction 1 sur t étant bien continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. On additionne les inégalités. Je vais additionner ces inégalités lorsque k est compris entre 1 et n, pour pouvoir obtenir exactement la somme harmonique. Et on va récupérer donc la somme de ces termes quand k est compris entre 1 et n est supérieure ou égale à la somme des intégrales associées. On va récupérer l'intégrale entre 1 et 2 de dt sur t pour la première, plus l'intégrale entre 2 et 3 de dt sur t, et etc. jusqu'à l'intégrale entre, alors le dernier ça va être n jusqu'à n plus 1 de dt sur t. Si on applique la relation de Schall, on va récupérer que Hn est donc supérieur ou égal à l'intégrale entre 1 et n plus 1 de dt sur t. C'est là qu'on utilise le caractère télescopique qui prend la forme de la relation de Schall. Or, cette intégrale vaut ln de n plus 1, puisque 1 sur t s'intègre en ln de t. Et on en déduit donc que Hn est minoré par une suite qui diverge vers plus l'infini. On en déduit donc que Hn diverge vers plus l'infini. On obtient donc que la suite des sommes partielles est divergente. Et si la suite des sommes partielles est divergente, on peut bien conclure que la série de termes générales
1 sur n est une série divergente. Et pourtant, on a pourtant que 1 sur n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On obtient donc un bon contre-exemple de la condition nécessaire de convergence. Donc il est maintenant clair que l'on peut très bien être un terme général qui tend vers 0, et pourtant avoir une série divergente. Donc il est vraiment important de bien avoir en tête que ceci est simplement une condition nécessaire et nullement une condition suffisante. Je le répète, sinon la théorie des séries numériques serait terminée. Lorsqu'on a démontré la condition nécessaire de convergence, on a mis en évidence une relation assez intéressante entre le terme général de notre série et la suite des sommes partielles. En effet, on avait vu que pour tout entier naturel n appartenant à n étoiles, le terme an pouvait s'obtenir en écrivant simplement la différence entre le terme an et le terme an-1. Donc ça permettait de faire un lien entre le terme général et la suite des sommes partielles. Alors, la relation télescopique qu'on obtient peut nous permettre d'imaginer, étudier une suite à travers une série, en disant finalement une suite, ça n'est ni plus ni moins à une constante près que sa somme télescopique, que sa série télescopique. C'est justement ce qu'on va mettre en évidence dans le théorème suivant. Nous allons donc démontrer le résultat suivant, qui dit que si AN est une suite à termes réels ou à termes complexes, cette suite converge si et seulement si la série de termes général télescopiques converge. Plus précisément, la suite AN converge si et seulement si sa série à termes général télescopiques converge, et par contraposition, la suite AN diverge si et seulement si la série à termes télescopiques diverge. Allez, on va démontrer ce résultat. Donc nous savons que la série de termes général, le terme télescopique AN plus 1 moins AN est une série convergente, si et seulement si la suite de ces sommes partielles converge. Or ici, la suite de ces sommes partielles, je vais appeler UN sa somme partielle, c'est la somme pour k variant entre 0 et n, donc des ak plus 1 moins ak, puisque le terme général est télescopique, donc converge. Or, il est facile de clore cette somme, puisque justement cette somme est télescopique. On va récupérer an plus 1 moins 0. Donc la nature de la série de termes général an plus 1 moins an est donc équivalente à la convergence de la suite un, mais la suite un n'est simplement que la suite an qui est simplement décalée d'un terme constant. Donc dire que cette suite est convergente, c'est donc complètement équivalent à dire que la suite an est convergente. Donc moralité, on a bien le lien entre les deux. La série télescopique converge si et seulement si la suite AN converge, puisqu'on récupère que la somme partielle de la série télescopique, c'est peu ou prou le terme général de la suite AN. Il suffit de remplacer ici n par n-1 pour obtenir exactement le terme AN décalé d'un terme constant, donc il ne va pas intervenir dans la convergence de la série. Donc les deux objets sont effectivement de même nature, ce qui veut donc dire que lorsqu'on aura des résultats très efficaces sur la nature des séries, on pourra utiliser ces résultats pour déterminer la convergence d'une suite. Alors comme ça paraît un peu dingue de se dire, mais on va réellement trouver des exemples où il vaudra mieux étudier cette série télescopique qu'une suite. La réponse est oui, et on sait déjà pourquoi. C'est parce qu'on sait déjà que ça, c'est une espèce de dérivée discrète qui fait disparaître les sommes. On voit tout de suite des cas de suite pour lesquels ce sera intéressant. Lorsque le terme général de la suite est une somme, on voit que ce terme-là, qui en est sa dérivée discrète entre guillemets, va faire disparaître la somme. On va être donc ramené à la nature d'une série dont le terme général est plus simple. Et donc, avec les résultats qu'on va voir par la suite, on verra que ce résultat il va être très très intéressant pour déterminer la nature de certaines suites qui sont définies à l'aide d'une somme. On va dans cette section étudier les opérations sur les séries convergentes et notamment la convergence. On va étudier dans cette section les opérations sur les séries convergentes et notamment la stabilité de la convergence par combinaison linéaire. Autrement dit, on va voir que si on a deux séries qui sont convergentes et deux nombres alpha et bêta, alors la série dont le terme général est la combinaison linéaire des termes généraux des séries convergentes, on obtient encore une série convergente, mais pas que, on va récupérer en plus que la somme infinie, attention, c'est pas une somme standard, que la somme, elle est linéaire, c'est-à-dire que la somme de la combinaison linéaire, ça sera bien la combinaison linéaire des sommes. Alors ce résultat va être assez facile à établir.
on va se concentrer sur ce que l'on doit démontrer. Ce que l'on doit démontrer, c'est la nature de la série dont le terme général est alpha n plus bêta bn. Donc on va s'intéresser assez légitimement au calcul de la somme partielle d'indice n. Donc je vais calculer la somme pour k variant de 0 à n de alpha ak plus bêta bk, qui est la somme partielle d'indice n de la suite dont on a étudié la nature. Là, on est sur une somme finie, on peut utiliser les propriétés de la somme. Donc par linéarité des sommes finies, là on fait appel aux propriétés de cours qu'on avait vues en début d'année. C'est simplement propriété d'associativité et de commutativité de la somme classique. On récupère cette expression-là. Or, cette expression, vous notez qu'elle fait directement apparaître la somme partielle d'indice n de la série de termes général à n et la somme partielle d'indice n de la série de termes général bn. Or, on sait par hypothèse que ces deux séries sont convergentes, donc on en déduit que cette suite-là est convergente comme combinaison linéaire de suites convergentes. On va récupérer que la limite c'est alpha SA plus bêta SB, où SA désigne la somme de la série de termes général à n, et SB désigne la somme de la série de termes général Bn. On récupère donc en notant, je l'écris en direct, que cette somme-là, c'est la somme pour n variant entre 0 et plus l'infini des an, et que SB, pour les mêmes raisons, c'est la somme pour n variant entre 0 et plus l'infini des Bn. Leur existence est évidemment liée à l'hypothèse, on a supposé que ces deux séries étaient convergentes, donc on n'a aucun problème dans le passage à la limite et dans l'existence de ces deux nombres réels ou complexes. Et donc on en déduit que la limite de Tn, lorsque n tend vers l'infini, existe et est finie, ce qui permet de dire que cette série converge. Et donc, la limite de cette série, de cette somme partielle, c'est la somme de la série. Donc c'est la somme quand n varie entre 0 et plus l'infini de alpha n plus bêta bn. Et cette limite, c'est alpha SA plus bêta SB, ce qui permet de justifier qu'on a bien linéarité de la somme quand on sait que les séries sont convergentes. Donc, un résultat intéressant qui nous dit que si on a des séries convergentes, la série qui est formée comme combinaison linéaire de leurs termes généraux le sont, et en plus, le cas échéant, tous les termes convergent, et on a la linéarité de la somme avec des sommes infinies bien entendu.